2. C'est parti. Bonjour, je salue les participants. Ils sont quelques 500 aujourd'hui. Vous êtes quelques 500 dans la salle virtuelle de cette conférence du Cercle des managers d'immobilier. C'est un grand plaisir que d'avoir ce succès. D'évidence, on ne s'est pas trompé de sujet. On va parler de transactions immobilières. C'est probablement l'activité aujourd'hui la plus éprouvée, la plus immédiatement éprouvée par les circonstances économiques rudes dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles sans doute nous resterons quelques années. On a donc voulu s'adresser spécialement à ces professionnels-là, sachant que on veut le faire comme toujours avec l'idée de diagnostiquer, d'analyser et d'apporter des solutions. Et au rang de ces solutions pour traverser cette période, pour y être plus efficace, peut-être plus compétitif aussi, hein, il y a la question financière. Bien évidemment, le digital est un moyen, une façon d'ailleurs de faire le point sur l'état de digitalisation des activités de transaction. On a beaucoup dit ici même au moment de la Covid et du confinement que bien sûr tout le monde était devenu très digital. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce qu'on n'a pas encore quelques progrès? Et puis les startups vont être mises au cœur de ce débat. Alors, elles ne sont pas conviées directement pour des raisons évidentes. On aurait dû faire des sélections et donc des exclusions. Mais on a pris, et ça, voilà, c'est le moyen pour moi de vous présenter nos débatteurs immédiatement. Je vous renvoie au site du Cercle si vous voulez tout savoir sur eux, hein, du début de leur parcours à aujourd'hui. Ce site est exhaustif. Je salue directement celui que j'ai cité implicitement, c'est Stéphane Scarella. Il est le directeur général du Salon Rent. Je ne sais pas s'il faut parler du Salon Rent, il le présentera, je crois que c'est devenu tout à fait inutile. Il a une puissante réputation dans le secteur et il est aussi le président de ce qu'on appelait la Fédération française de l'Internet immobilier, qui a changé de nom, je crois que ça s'appelle Trampoline. Voilà, hein. Et il pourra nous dire aussi un mot sur la fédération qu'il préside. Je salue à sa suite, allez, je reprends l'ordre alphabétique, là j'ai commencé par la fin, Claude Bas. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude est le patron de l'un des réseaux de mandataires, hein, d'agents commerciaux indépendants historiques. Hein, voilà, il a cru dans ce modèle il y a bien longtemps et il a créé 4% immobilier, pas seulement. Hein, il a toute une galaxie avec d'autres marques, mais 4% immobilier était la première et puis c'est sûrement celle qui a la plus forte notoriété aujourd'hui. Et son siège est à Arcachon. Voilà, je le dis avec plaisir parce que voilà, c'est un beau pays et tous les sièges, je le rappelle, de société ne sont pas à Paris, loin de là. Je continue avec Brice Cardi. Alors, Brice Cardi, il est le patron emblématique du réseau L'Adresse et lui aussi, il a une originalité de siège puisque son siège est sur la Seine. Brice? Sur un bateau. Exactement. Sur un bateau, voilà, hein, exactement. Alors je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Je salue enfin, quatrième débatteur. Après, il y a un autre invité avec nous qui a un autre statut. Je salue Renaud d'Albera. Il est lui-même agent immobilier, administrateur de biens, mais il préside la commission innovation de l'un des grands syndicats qui rassemble les agents immobiliers ou les transactionnaires largement, c'est l'UNIS. Merci Renaud d'être avec nous. Bonjour Henri, merci à vous. Voilà, et dans sa voiture, hein, on le voit. Donc, voilà, vous avez choisi des lieux singuliers, je trouve ça très bien. Alors, le dernier intervenant, j'ai dit, il n'a pas un statut de débatteur, il a un statut de grand témoin. C'est la première fois qu'on invite un grand témoin parmi les partenaires de la profession et les partenaires du Cercle. C'est Emmanuel Paris. Il est le président fondateur de TK Elevator France. On devine son métier, c'est un ascensoriste. Je le remercie d'être avec nous. Un grand témoin, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est quelqu'un qui, de son point de vue, il n'est pas au cœur du métier dont on va parler, la transaction, de son point de vue, il peut nous apporter aussi des façons d'avancer, de progresser. Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri, merci beaucoup pour votre invitation.
Emmanuel, c'est un peu normal, on a le même coiffeur et j'ai une empathie avec ceux qui… On est plusieurs, hein. Oui, mais c'est plus parfait chez lui et chez moi. Voilà. Tu as encore quelques progrès à faire. Alors, dans le bas du visage, notamment. Bon. Et puis, bien sûr, et c'est lui qui va immédiatement prendre la parole pour nous accueillir et nous donner sa vision de la problématique qu'on va traiter. L'un des dirigeants avec moi de ce cercle des managers d'immobilier, c'est François-Emmanuel Borel. Bonjour François-Emmanuel, administrateur de biens Bonsoir Henri. À Paris. Bonsoir Henri. Ben, écoute, je te remercie. En effet, je pense que je peux déjà commencer à lancer le vif du sujet. Depuis les 2 années et demie que nous avons créé ce cercle, on a l'occasion en fait d'être confrontés à plusieurs phénomènes qui nous obligent à nous réinventer. Et que ce soit la pandémie, que ce soit la sortie de la pandémie ou que ce soit les nouvelles conditions, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans qu'on n'avait pas eu d'inflation, presque 30. Désormais, il faut faire avec, réinventer un peu nos sujets, se remémorer quelques vieux réflexes et essayer de s'adapter le mieux qu'on peut. On sait que l'accès au crédit actuellement est véritablement une problématique gravissime pour nos métiers. Il faut savoir également y faire face. Et quoi de mieux que déjà, alors même qu'on a déjà beaucoup digitalisé nos métiers pendant cette pandémie et ces confinements, il faut poursuivre cette révolution numérique pour gagner en efficacité, en productivité. Et je pense que c'est véritablement un sujet qui est déjà, je pense que tout le monde s'en est bien emparé, mais il y a nécessité à toujours regarder le marché. Et quoi de mieux que le rent, puisque nous sommes à un mois de celui-ci, que c'est l'occasion véritablement de faire un point de la situation, de savoir comment performer, gagner en activité, et puis conquérir des marchés sur lesquels nous sommes peut-être un peu moins. Donc voilà, je pense que c'est les bons points du débat, être finalement positif dans cette sphère un peu de morosité, avoir un regain d'énergie face à, et puis grâce à ces outils et savoir aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, ils le sont tous, mais par un homme dont le dynamisme est reconnu, c'est Brice Cardi. Voilà. Brice est lui-même un développeur d'entreprise. Hein. Il a une dizaine d'agences, donc à la fois à la tête d'un réseau qui compte, hein, l'adresse, et puis comme chef d'entreprise. Brice, je te pose la première question, je l'évoquais tout à l'heure. L'état de digitalisation de la profession. Alors, tu peux nous dire un petit mot sur l'adresse, si tu le veux bien, le nombre de confrères qui en sont membres aujourd'hui. Mais que dirais-tu de manière très, très honnête, au sein de l'adresse, et puis plus largement, tu connais très bien la profession, sur cet état de digitalisation? Est-ce qu'on n'a pas dit un peu à bon compte, allez, ça y est, en 2 ans, on a tout digitalisé, on sait tout faire, qu'on soit agence traditionnel, on va dire, qu'on soit réseau de mandataires. Quelle est la situation? Et puis, bien sûr, tout de suite, quel progrès penses-tu qu'il faut que tu fasses faire à tes confrères, que tu fasses toi-même, et le rôle des startups dans cette affaire? Voilà. Alors, c'est plusieurs questions en même temps. Déjà, merci pour ton invitation, Henri. Alors, je vais commencer par le pitch l'adresse. En effet, l'adresse, c'est un réseau qui se distingue des autres par sa structure coopérative, où chaque adhérent est donc associé à la marque. Et donc, avant d'être animateur, président de ce réseau, j'ai la chance d'être associé avec, en effet, tu l'as dit, une dizaine d'agences, plutôt en Île-de-France, mais pas que, aussi dans le sud de la France, du côté de la Normandie, bref. Et avec tous les métiers, syndic de propriété, location, gestion, transaction dans le neuf et l'ancien. Alors, je vais essayer d'être le plus concis et le plus clair possible. Là où il y a un paradoxe dans tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que pour moi, le digital, alors quand je dis pour moi, c'est pour le réseau que je représente, c'est vraiment pas à la place d'eux, mais c'est plutôt au service d'eux. C'est-à-dire qu'on s'est accéléré, comme le dit du reste, les grands de ce monde, hein, les grands de ce monde nous disent tous que grâce ou à cause du confinement, on se retrouve finalement en 2022 là où on n'aurait peut-être pas été en 2035. Et d'une certaine manière, notre génération a gagné une bonne dizaine d'années dans sa façon de vivre et ou de travailler. Nous, le réseau L'Adresse, on est un réseau donc aujourd'hui de 220 associés.
pour un peu plus de 330 points de vente sur le territoire français. Et il a comme particularité, ce réseau, et c'est pour ça que je l'ai rejoint il y a une quinzaine d'années, c'est d'être à échelle humaine. C'est-à-dire qu'on a dans notre budget, pas pour vocation de réaliser des bénéfices, puisque quand on en fait, on ne les distribue pas, mais véritablement d'être adapté à ce qu'on a besoin, nous, agents immobiliers sur le terrain, et puis bien évidemment avec l'obsession de satisfaire nos clients. On a eu la bonne idée, avant le confinement, d'avoir notre propre service de développeur. C'est-à-dire qu'on s'est associé avec une entreprise développée et spécialisée dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est appli, API, enfin, tout ce qui concerne le digital. Donc, vous avez internalisé la fonction digitale. Alors, les deux, hein. Les deux, mon capitaine, par rapport à la question de savoir si on faisait interne ou pas, on fait les deux. À ce titre, j'en profite pour faire un coucou à Stéphane. On a été l'un des, peut-être même le premier réseau, et même certains se sont un peu moqués de nous à l'époque, à prendre un stand au salon Reims. Parce que finalement, on avait tellement de nos partenaires qui étaient présents qu'on s'est dit, autant finir l'année avec eux. Ça nous permettra de renouveler ou de nouer de nouveaux contrats auprès de toutes ces startups. En fait, on avait donc quelques développeurs qu'on avait internalisés. Et c'est vrai que moi, j'ai la réputation d'être un petit peu dans tous les sens et je n'étais pas forcément à l'écoute de ce que l'on savait faire avec ces développeurs. On a eu l'opportunité pendant ce confinement, c'est d'être utile. Il s'avère que le réseau L'Adresse est le seul réseau à être doté d'une fondation, une fondation sous égide de la Fondation de France. Et j'ai un sociétaire qui m'a appelé pratiquement le deuxième jour après le confinement et qui m'a dit « Écoute Brice, j'imagine que tu es extrêmement sollicité, mais il y aurait vraiment un truc canon à faire par rapport au personnel soignant. » En l'espace de 8 jours, on a mis une plateforme en place qui a permis au personnel soignant de pouvoir aller sur la plateforme et pouvoir bénéficier de tous les logements qui étaient disponibles avec l'exode urbain qu'on a eu, avec tous les Parisiens qui sont partis s'installer dans leur résidence secondaire et autres. Et puis tout d'un coup, je dis aux développeurs, maintenant je ne comprends pas, je suis sur la plateforme, je ne comprends pas. Je suis personnel soignant, je mets ma carte d'identité, je mets ma carte de personnel soignant, puis finalement je retourne sur mon compte et pour autant c'est sécurisé et pour autant… je n'ai pas besoin de me plugger avec un login et un mot de passe. Je ne comprends pas le truc. Et en fait, la personne me dit, ça, c'est ce qu'on a développé dans le book digital. On a un réseau qui a mis en place avec le book pour vendre les services et outils d'une marque. Généralement, on appelle, nous les anciens, on appelle ça un book. On avait un book digital. Et en fait, je comprends à ce moment-là que les développeurs, par le biais de cette opération, sont tout simplement en train d'utiliser quelque chose qu'on connaît tous, mais plutôt réservé à la crypto-monnaie, qui est la blockchain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne m'exprime que ce n'est pas un problème de login mot de passe, c'est qu'en fait, c'est deux URL qui sont pré-sécurisés avec ce qu'ils appellent des tokens. Et dès le moment où le personnel soignant active l'échange de data avec le réseau, eh bien, à ce moment-là, il y a un canal qui est sécurisé qui lui permet de pouvoir se reloguer sans pour autant s'identifier qu'un login et un mot de passe. Ça a permis à 200 personnels soignants de se loger à titre gracieux pendant l'événement. Et on a fait tout ça en 8 jours, c'est-à-dire qu'entre le moment où la personne m'a appelé et le moment où on est passé aux 20h du JT de TF1, il y avait eu à peine 8 jours. Ça, je vous ai raconté une histoire très personnelle, mais à la fois professionnelle, qui est pour moi ma plus belle expérience professionnelle et en tant qu'animateur du réseau. Mais une fois de plus, ça a été du digital au service de l'humain, sans vouloir jouer avec les mots. C'est-à-dire que derrière, pour pouvoir conforter les bailleurs et les propriétaires, on a la présidente de la fondation qui les avait au téléphone, pareil et idem pour le personnel soignant, etc. Donc, véritablement, le réseau s'est attelé à une chose, c'est de développer des outils digitaux, mais une fois de plus, pour pouvoir permettre de gagner du temps pour le consacrer à ses clients. C'est-à-dire qu'on a toujours mis en avant l'idée qu'il ne fallait surtout pas que ça vienne se substituer et remplacer l'humain. Bien au contraire, c'est optimiser son temps pour pouvoir en accorder davantage à nos clients. Voilà en gros ce qu'on a fait au sein du réseau L'Adresse. Alors, effectivement, moi, je t'aurais posé, si tu n'avais pas d'emblée été précis là-dessus, la question de savoir s'il y a des dangers aussi à trop digitaliser. Et dans cette période notamment, où il faudra sans doute prendre un soin particulier des clients, de la relation avec les clients, tu réponds d'emblée. Un petit mot sur les startups avec lesquelles vous travaillez. Tu peux en citer. Hein, on a fait le choix, nous, je l'ai dit tout à l'heure, d'inviter un peu leur chef de file, je le désignais comme ça, qui est Stéphane. On sait son hyper connaissance de ce vivier, mais tu peux en citer. Qu'est-ce qu'elle vous apporte et qui notamment va rendre le métier plus agile dans les temps que nous connaissons?
C'est délicat d'en citer une plus parmi les autres. Tu peux citer leur métier, et puis pas leur nom. Non, mais par exemple, une où on a été les premiers, pareil, à les signer et j'avais trouvé ça extrêmement original. Et là, pour un projet personnel, j'étais bien content de l'avoir. C'était Solène. Je sais pas si, alors maintenant, ça date pas d'hier, mais on a été les premiers à l'époque. C'est un indicateur qui permet en temps réel de savoir à quel endroit va se trouver le soleil par rapport à la saison. Parce que tu visites un bien en plein mois de juillet, tu penses qu'il est ensoleillé, et puis finalement, tu reviens au mois d'octobre, il n'y a pas un pet de soleil. Il y a Miro, par exemple, pour tout ce qui est exploitation d'images et de photos professionnelles. Je sais pas, tu me prends le cours au niveau des startups. Puis après, il y a tout ce qui est signature électronique, Modelo. Modelo, on a été l'un des premiers, ça c'est pareil, ça nous a bien rendu service pendant le confinement. On a pratiquement signé des compromis pendant pratiquement un mois et demi, le premier mois de confinement, avec toutes les visites qui avaient eu lieu avant d'être confinés, parce qu'on est 100% dématérialisé et 100% signature électronique depuis maintenant plus de 5 ans. Je sais pas, plein d'autres, quoi. Maintenant, la limite du système, pour revenir sur le côté digital, et c'est pas moi qui le dis, ce sont même certains patrons des fameuses néo-agences, c'est d'apporter la preuve que les Français, même s'ils ne sont pas forcément, ils regardent un petit peu ce qu'ils dépensent, que les Français, finalement, ils n'achètent pas forcément un prix, ils achètent un service, que de rappeler que derrière un service, il y a de l'humain, et on s'aperçoit qu'il y a plein d'agences, notamment néo-digitales, finalement, qui auraient pu, et je ne te cache pas que ça ne nous a pas inquiétés, mais on ne s'est jamais autant mobilisé, notamment auprès des développeurs pendant le confinement, en se disant, là, on leur donne une fenêtre de tir pendant ces 2 mois où on va être enfermé pour pouvoir justement mettre en exergue toutes les solutions qu'elles ont su, elles, déléguer par le digital et autres. Et finalement, la place, elles ne l'ont pas prise. Et je crois même, je tairai le nom de cette société, mais qui disait que finalement, ils s'étaient complètement plantés sur le modèle économique et qui s'était apporté la preuve que ce n'est pas le prix qui fait la différence, mais le service. Donc voilà, puis on a encore un exemple très récent dont la presse a fait écho, c'est sur la partie syndic. Pareil, je tairai le nom, mais je pense que tout le monde comprendra de qui je parle, le fameux néo-syndic qui, après avoir fait une campagne de publicité extrêmement agressive, alors il faut une image un peu agressive, ça suscite beaucoup d'intérêt, après derrière, il faut suivre, et aujourd'hui, c'est le premier échec qui apporte la preuve que ce n'est pas tant d'avoir une plateforme et d'avoir beaucoup de clients qui se manifestent, derrière, il faut leur apporter le service, et si vous ne l'apportez pas, vous prenez le mur, comme on dit. Alors, il y a peut-être aussi de la part de cette entreprise des erreurs de gestion d'entreprise tout court, qui finalement n'ont rien à voir avec le métier, hein, notamment quand on a beaucoup d'argent, parce que les investisseurs vous en donnent, il faut peut-être faire attention à la manière dont on le consomme. Hein, voilà. Je ne donne de leçons à personne, mais c'est peut-être même au-delà de la question du métier de cette entreprise qu'on a reconnu. Je reviendrai vers toi. Claude, un petit mot sur ce que j'appelais ta galaxie, hein, voilà, et sur 4% immobilier. Réseau de mandataires. Et je vais te demander, alors, même question qu'à Brice, mais j'allais dire, elle est plus impertinente, parce que réseau de mandataires, on se dit, ce sont des enseignes extrêmement digitalisées, parce que vous êtes fondé sur des relations digitales avec les mandataires eux-mêmes, avec les clients. Donc, est-ce que vous avez est-ce que 4% a un degré de digitalisation abouti? Est-ce que dans cette période, allez, on peut dire de crise sans mentir, hein, des règlements économiques, tu prépares un élan de digitalisation encore plus fort? Est-ce que tu travailles avec des startups? Est-ce que tu as des partenariats spécifiques qui ont enrichi la chaîne de valeur de 4%? Alors, au niveau du groupe que je dirige aujourd'hui, on a d'abord une vision stratégique particulière, puisqu'on a déposé 11 enseignes immobilières, d'accord, qui seront dont une enseigne de prestige, avec un objectif effectivement de ratisser très localement sur des territoires de 25 000 habitants. L'idée qui est la nôtre, elle est basée sur le jeu de Go, qui est un jeu qui consiste à repousser ses ennemis plutôt qu'à les tuer. L'idée, elle est de prendre notre marché à travers des enseignes, quelles qu'elles soient, peu importe le nom qu'elles portent. Et évidemment, la digitalisation, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Brice tout à l'heure, pour moi, la digitalisation, je suis d'accord avec lui, c'est d'abord de gagner du temps. L'intérêt commun, c'est de gagner du temps. Maintenant, la différenciation entre une agence immobilière classique, un réseau d'enseignes en franchise
ou un réseau de mandataires, personnellement, je n'en vois pas. Et nous ne faisons pas cas de cette différenciation puisque, et tout le monde sait ça, on a une trentaine d'agences immobilières encore sous l'enseigne 4% immobilier. Et depuis maintenant réellement 1 an et demi, on a défini un développement accru et important pour aller, le chiffre est important, mais notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 25 000 collaborateurs. Alors, ça peut faire peur. On sait qu'on a des concurrents et néanmoins amis humains de type IAD qui ont 15 000 collaborateurs, mais pour moi, ça, ce n'est pas des collaborateurs, ce n'est pas des agents commerciaux, ce sont des apporteurs d'affaires. Donc, on peut être réseau de mandataires et garder une spécification de professionnalisation. C'est notre but, c'est notre objectif. Donc, comme tout le monde, on utilise des outils, des méthodes et des fondamentaux. Les méthodes, ça nous regarde de la même façon que ça regarde Brice dans son développement. Ça, c'est l'ADN et la stratégie. Les fondamentaux, ils sont communs au réseau de mandataires, au réseau d'agences, aux agents immobiliers purs et durs, et y compris aux salariés. C'est-à-dire qu'on a un métier, on doit le faire de façon professionnelle, et à travers ce métier de méthode de professionnalisation et fondamentaux dont on ne va pas parler aujourd'hui, puisque ce n'est quand même pas le but de cette réunion, c'est effectivement de parler un petit peu des outils. Mais j'aurais aimé, si tu peux m'en accorder le temps, la question qui est posée sur la digitalisation, elle revient d'abord sur un sujet, je vais reprendre une phrase qu'a dit Jacques Chirac il y a quelques années, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Parce que je pense dans ce métier, bon, tout le monde sait ça, quand j'ai créé 4% immobilier il y a 22 ans maintenant, j'ai eu des menaces de mort, des plaintes, des procédures, etc. Et aujourd'hui, tout le monde convient de dire que effectivement, des honoraires entre 4 et 5%, c'est la raison. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Bon. Donc, en ça, je veux dire que j'avais raison peut-être avant l'heure et que, effectivement, ça a bouleversé pas mal de gens qui nous regardaient d'un seul œil. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce que je vais dire, il y a peut-être plus grave, et je profite du fait qu'il y ait Brice, parce que c'est important d'avoir des réseaux, tout ça c'est des réseaux précurseurs, hein, La Forêt, Guy-Hockey, Century, l'adresse, ça a été la base, et je ne peux pas ne pas avoir un mot pour Laurent Vimon, que tu as bien connu, que tu connaissais bien, qui a été un type formidable et qui a apporté à ce métier la professionnalisation qui est la base essentielle, à mon sens, de ce que nous faisons. Maintenant, pourquoi je dis que la maison brûle et qu'on regarde ailleurs? Simplement, il y a des phénomènes qui vont arriver, que ce soit aux agences, que ce soit des réseaux, alors un peu moins sur les réseaux de mandataires, mais je pense que ce qui va arriver, c'est une augmentation obligatoire de la masse salariale chargée dans toutes les entreprises immobilières. Et je pense que l'objectif qui va être celui de tous les agents immobiliers, quels qu'ils soient, sous réseau d'enseigne ou pas, je pense que malheureusement, dans les années qui viennent, et très court, dans les 5-6 ans qui arrivent, toutes les sociétés qui ne feront pas 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires disparaîtront. Vous le savez, la moyenne des agences hors des réseaux de franchise, la moyenne du chiffre d'affaires des agences, c'est 150. Elle est bien en dessous. Elle n'est pas nettement en dessous. Il faut enlever un zéro à ce que tu as dit. Hein, voilà, il faut enlever un zéro à ce que j'ai dit. Donc, si on n'en prend pas conscience, on peut digitaliser tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Donc, moi, c'est simplement pour alerter sur ce sujet-là par rapport à ce que je pense et ce que le groupe pense. Nous, on n'est pas nombreux, on est 250 personnes. Donc, ça ne va pas, pour l'instant, révolutionner. D'abord, il n'y a rien à révolutionner. Notre objectif, chaque personne recrutée chez nous, c'est un parcours de formation, mais pas une formation faite par le dernier qui est rentré il y a 15 jours. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais il n'y a pas d'allusion particulière, mais quand même, je pense qu'on fait un vrai métier. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, l'immobilier. Et puis, il y a une deuxième chose, et après, je reviendrai sur le sujet quand même du jour, mais le sujet du jour, il est étroitement lié à ça.
parce que ça fait maintenant un an et demi que j'écris à la profession, que j'écris, vous savez que j'entretiens un petit journal interne type start-up, hein, avec des mails, bien entendu. Il va se passer un phénomène qu'on ne peut pas négliger, qui s'appelle les GAFAM. Et si on n'est pas en mesure de comprendre que des gens comme Google, comme Amazon, comme Facebook, etc., ne vont pas rentrer dans ce métier, pour mémoire, les honoraires d'agence, c'est 7,5 milliards d'euros à peu près. Hein. Tu me diras si tu as un chiffre plus… C'est exact. Mais c'est à peu près ça. Comment 7,5 millions d'euros d'honoraires n'intéresseraient pas des gens comme les GAFAM qui se positionneront uniquement en tant que marketplace par rapport à nous et qui viendront chercher entre 15 et 18% de notre chiffre d'affaires. Donc, première question, qui va être en capacité de donner 15% aujourd'hui? Je n'ai pas trouvé un bilan sur Internet qui dégage 15% de marge. Pas un. Où que ce soit. Hein. Alors, il en existe peut-être, parce que je n'ai pas été voir les 33 000 agences. Évidemment, on aura le choix d'y aller ou de ne pas y aller, mais ce n'est pas nous qui aurons le choix. C'est des gens comme Amazon qui choisiront qui ils prendront comme client. Alors, effectivement, c'est tout à fait lié avec le sujet du jour, parce que tu nous dis que les futurs entrants probables ou très probables dans l'activité de transaction seront ces mastodontes que tu as cités, bon, et dont on est tous utilisateurs, on en mesure la puissance, bon, et on contribue à leur puissance. Alors, effectivement, c'est une intuition qu'on peut avoir, et donc une réponse peut être une plus forte digitalisation, peut-être le recours à des startups plus innovantes pour lutter à armes égales lorsqu'on est un réseau mandataire ou lorsqu'on est une agence, allez, on va dire classique. Il n'y aura pas à lutter contre les GAFAM. Il y aura à travailler avec eux. Ce n'est pas pareil. Ils ne seront que transporteurs d'informations. Ce seront des portails. C'est les nouveaux portails de demain. Là où on travaille aujourd'hui avec Se Loger, avec Le Bon Coin, avec d'autres, enfin bon, il n'y en a pas beaucoup, on ne travaillera plus avec ces portails-là. Ou Bien Ici, on peut citer Bien Ici, parce que ça va faire plaisir à Brice, notamment. Pour vous faire plaisir, et pour faire plaisir à la FNIM, entre autres. Mais on ne travaillera plus avec ces portails. Ces portails n'ont pas de sens. Enfin, aujourd'hui, ils ont du sens, bien évidemment. Demain, ils n'en auront plus. Si on fait l'addition des GAFAM, c'est à peu près 120 à 150 millions par mois de visites. Si on rajoute Le Bon Coin, 30 millions, enfin voilà, c'est colossal, c'est gigantesque. Donc, ils ne feront pas d'immobilier à titre, excusez-moi, mais ils ne feront pas d'immobilier au titre d'encaissement d'honoraires en direct. Ils n'auront pas de collaborateurs, mais c'est un marketplace classique. On publiera nos annonces. Ils auront alors, vous parlez de digitalisation et on parle de ça, mais la digitalisation qu'eux vont mettre en place, mais c'est incommensurable par rapport à ce qu'on est capable de faire, nous, avec malgré tout, je crois que j'ai quantifié, tu me diras si je me trompe aussi, mais aux alentours de 300 sociétés dites start-up uniquement dans le monde de l'immobilier. Alors, je crois qu'il y en a beaucoup plus, mais on demandera dans une minute à Stéphane de faire le point parce qu'il est le mieux placé. Ouais. Je crois que la richesse du vivier est nettement supérieure. Alors, bon, tout ça est très clair. Est-ce que tu penses que ces évolutions, elles pourraient intervenir, parce que c'est vrai que notre table ronde, et François-Emmanuel l'a rappelé, elle se place dans une dégradation des conditions économiques sans précédent. Je disais qu'elle allait durer, non pas en faisant de la devination, mais parce que, comme vous, je lis les analyses économiques et je pense que c'est une période qui s'ouvre. Tu vois arriver ces nouveaux acteurs, ces GAFAM, y compris dans cette période de dérèglement économique, ou peut-être encore plus dans cette période? Mais plus que jamais. Parce que nous, on n'a pas forcément cet état d'âme parce qu'on est franchouillards. C'est les Américains, tout ça. Hein, donc, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est les camemberts avec des résultats. Et, prendre 15% sur un marché de 7,5 milliards, voilà, 1,5 milliard, ça les intéresse. Le résultat d'Amazon en France, c'est 7 milliards par an. Donc, venir faire un petit 700 millions de plus pour rien, parce que pour eux, c'est insignifiant.
Ils transportent des informations qui arrivent de nos logiciels communs, ou pas communs d'ailleurs, peu importe, et ils informent le client de vente. Enfin bon, le travail classique de ce que l'on a avec Le Bon Coin, avec Bien d'ici, avec Se Loger et avec d'autres. Donc, ça, une fois posé, et quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, enfin, vous avez tous vécu 2008, on a quand même pris une douche froide en 2008, les uns et les autres. Et moi en premier, je ne sais pas ce qu'en pense Brice, mais on a pris une douche froide monumentale. Donc, c'est en train de revenir, différemment, mais c'est en train de revenir, j'en conviens. Pour autant, la réponse qu'il faut apporter à ça, alors ce n'est pas de se faire la guerre entre nous, ça n'a aucun sens, mais on sait d'ores et déjà qu'il y a à peu près 15 000 à 20 000 agents immobiliers qui ne résisteront non seulement pas à la crise qui arrive, mais surtout à l'arrivée d'éléments extérieurs type GAFAM. Alors, merci beaucoup pour ce diagnostic, voilà, cette vision, même en ce qu'elle est sombre. Oui, c'est pas drôle. Et il faut voir cette réalité peut-être pour la surmonter. En tout cas, c'est comme ça que tu as toujours fait. Une question qui m'est posée, parce qu'il y a des questions de la salle virtuelle. Je les reçois, je vous les répercute. Est-ce que dans ta marque de luxe, la digitalisation est à un degré supérieur ou inférieur, peut-être? C'est d'ailleurs ce que suggère le professionnel, je pense, qui nous interroge, en disant quand on a une marque de biens de prestige, une clientèle à part, la digitalisation prend une place plutôt moindre. C'est la réalité. Et ensuite, on passe à Stéphane. Je dirais les deux, mais en général, parce que en fait, on a quand même beaucoup dans la marque de prestige. Il faut du papier de luxe. Hein. C'est un peu comme quand on sort de chez Porsche ou de chez Jaguar ou Mercedes ou Aston Martin. Bon, on est content de repartir avec un catalogue imprimé que personne ne lit d'ailleurs. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. On le met sur le buffet, bien en vue à la maison. Et ensuite, ce qu'on a peut-être en plus, mais qu'on a étalé maintenant sur toutes nos enseignes, c'est un portail international, mais qui diffuse sur 63 pays dans le monde et sur une centaine de portails internationaux. On s'est aperçu que ça avait du sens, que ça nous apportait effectivement d'abord une crédibilité vis-à-vis du vendeur, hein, puisque principalement, je dirais que, je ne sais pas ce qu'en pense Brice, mais notre quête, ce n'est pas trop les acheteurs. C'est le problème aujourd'hui, clair, et depuis 3 ans, c'est les vendeurs. Quand on voit aujourd'hui qu'on a des agences qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'on a 5 collaborateurs, ce qui est mirifique, mais qu'on a 25 mandats, ça fait peur parce qu'il y a 4 ans, la même agence, elle avait 150 mandats. On parlera tout à l'heure, et Brice, elle est pas mal placée, de plateforme de mise en commun de mandats exclusifs. Hein. Je pense que on y arrive assez naturellement avec ton propos. Je vais revenir vers toi, mais Stéphane Scarella, je t'ai décrit, on ne peut pas me contredire comme le meilleur spécialiste vivant des startups immobilières. Alors, tiens, dis-nous combien il y en a aujourd'hui, combien on en dénombre. Claude parlait de 300, il me semble que c'est encore plus important que ça. C'est un élément. Et ensuite, des exemples, selon toi, avec l'analyse que tu en fais, de startups qui seront sans doute au Salon Rennes, qui vont spécialement, par leur métier, leur service, accompagner les agences dans cette période. Et on va peut-être parler aussi de start-up dans l'ordre du financement, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Ça, c'est du côté des acquéreurs. Recherche de mandat du côté des vendeurs, Claude vient d'en parler. Il y a peut-être aussi un travail spécifique dans cette période. Je pense aussi à la fixation des prix. Il n'est pas impossible qu'il faille les ajuster avec des données qui changent radicalement. Voilà. Est-ce qu'on a des start-up pour accompagner toutes ces mutations vous n'attendez pas là, qui sont arrivés ces derniers mois? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions en même temps. Merci pour ton propos introductif. Tu as un peu exagéré sur le côté spécialiste de l'écosystème. Et je rebondirai sur quelques remarques qu'a fait Claude, qui sont très pertinentes sur finalement le pivot que peuvent opérer certains acteurs traditionnels qui soient portail, par exemple, au-delà des GAFAM. Je reviendrai là-dessus parce que c'est très intéressant. Sur la partie PropTech, alors nous sur Rent, on a évidemment cette chance d'être un petit peu
je dirais, le carrefour où ça se passe et où ça démarre. Brice a cité des startups tout à l'heure, les Miro et j'en passe, qui vont démarrer sur Rennes. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on est très en avance de phase pour vous, professionnels, pour les découvrir et sentir si elles peuvent, à un moment donné, répondre à un besoin B2B avec vous. On dénombre les spécialistes que je côtoie toute la journée. On peut dire qu'il y a autour de 1000 startups qui gravitent dans la PropTech. On peut aller jusqu'à 1000. Parce que la PropTech, c'est finalement assez vaste. Il y a différents marchés immobiliers. Là, on parle de transactions ce soir, mais évidemment qu'il y a tout le reste. Il y a la construction, il y a la promotion, etc., etc. Donc, c'est quand même très, très large, la PropTech. Ce qui est certain, et on en reparlera d'ailleurs, ce sera un des fils rouges sur Rennes, c'est que quand on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde ce qui se passe au niveau européen, parce que c'est quand même a priori comme ça qu'il faut regarder les choses, la France est très bien placée en termes de dynamique. Les Anglais sont évidemment, comme souvent, un peu en avance, mais derrière, la France est très bien placée. Ça veut dire qu'il y a à la fois un vrai besoin, une vraie légitimité et surtout un écosystème qui est très bien organisé. J'entends par là que finalement, cette PropTech repose sur 3 piliers principaux que sont les startups qui répondent à un besoin naissant, nouveau, de l'usage que font les consommateurs de l'immobilier. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des définitions scientifiques. Non. Les Français consomment l'immobilier comme vous et moi, différemment, mois après mois, année après année. À partir du moment où ils consomment différemment, il y a une innovation d'usage qui devient nécessaire pour répondre à cette nouvelle manière de consommer. Et là, il y a des jeunes gens intelligents, brillants, qui viennent avec une idée pour essayer de combler ce besoin d'usage nouveau. C'est ça la définition. À côté de ça, ces startups, elles ont besoin de se financer et elles ont besoin de vous, les industriels, les acteurs du marché, pour déployer leurs innovations. C'est ce que Brice a résumé tout à l'heure. Donc, cet écosystème-là, il est complètement, je dirais, interdépendant l'un de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Étroitement lié. C'est finalement ce qu'on essaie de créer comme momentum sur Rennes. Pour aller plus précisément dans la question que tu posais et pour répondre à Claude, pour rebondir sur ce qu'il disait, il y a évidemment, côté B2B, plein de startups qui arrivent. On l'a dit, le confinement a permis de digitaliser, etc. C'est vrai. Vous verrez sur Rennes cette année, il y aura 120 startups, dont beaucoup de nouvelles startups. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui viennent innover sur des sujets, sur les états des lieux, mais les états des lieux avec, par exemple, de check and visit, pour les citer, pour le coup, avec de l'intelligence artificielle, avec de la data, et qui vont créer des jumeaux numériques pour à la fois coter et contextualiser les actifs. C'est pas juste je fais de l'état des lieux ou je digitalise l'état des lieux. C'est j'apporte de l'intelligence artificielle, j'apporte de la valeur ajoutée. Ouais. Et je capitalise pour l'avenir. Donc, je simplifie, je rends pérenne les choses et donc, c'est très profitable à l'agent immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir plein de choses comme ça sur l'estimation. Il y a DJP qui arrive là aussi, de la data. J'accompagne la transformation numérique. Alors, je t'interromps au fur et à mesure parce que effectivement, j'ai le sentiment que ces changements d'équation économique vont mettre au cœur de la chaîne de valeur peut-être des moments qui étaient beaucoup plus faciles, des gestes qui étaient beaucoup plus faciles à accomplir. Fixer le prix d'un logement depuis 20 ans, quand en gros ça augmente partout, est plus facile. Bon, et en l'absence d'inflation, avec un crédit facile. Aujourd'hui, je me dis que fixer le prix dans les 3, 6, 9 mois qui viennent, les datas peuvent peut-être nous y aider. J'imagine qu'il va y avoir, ou qu'il y a déjà des startups qui sont sur cette détermination du prix extrêmement réactive. Oui, c'est l'exemple dont je te parlais. Évidemment, et vous êtes des professionnels de l'immobilier, on ne va pas vous expliquer comment fixer un prix. En revanche, on est bien obligé aujourd'hui de constater qu'il y a des indicateurs qui apparaissent nouveaux. Je veux prendre par exemple sur le pouvoir d'achat, des indicateurs environnementaux, etc., qui font que tout d'un coup, le paradigme est en train de changer, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses nouvelles et que l'innovation, l'intelligence artificielle, la data vous aide à aller plus dans la finesse et à capitaliser sur la suite aussi. Et juste un mot, si tu permets, Henri, sur ce que disait Claude, sur le pivot des modèles
et demain les GAFAM et demain les portails. On verra sur Rent, et je vous encourage à écouter cette conférence, qui viennent des États-Unis, et c'est notre grande chance, c'est que cette année, on peut faire revenir l'international, donc ça c'est quand même un vrai bonheur. Aux États-Unis, par exemple, il y a des acteurs comme Zillow qui se sont positionnés sur un métier qu'est le e-buying. Donc, vous connaissez tous le métier du e-buying. J'achète une maison dans les 2 jours avec une décote, etc., etc. Et puis, 1 an après, ils ont reculé. Néanmoins, ça pose la question de l'intermédiation. Est-ce qu'à un moment donné, le portail, le GAFAM, peut aller jusqu'à l'intermédiation et faire le métier de l'intermédiation? Non. Alors, on y croit pas. Moi, personnellement, je donne une réponse à Claude. On a beaucoup travaillé avec Facebook, notamment sur la marketplace immobilière. On l'a monté pour eux, etc., il y a quelques années. Et ils ont fait marche arrière. Parce que ce que n'auront jamais les GAFAM, c'est ce que vous avez. C'est ce que j'appelle le dernier mètre. C'est trop industrialisé. En revanche, les portails, on voit apparaître aux États-Unis un pivot sur les modèles. Jusqu'ici, tu passes tes annonces sur SoloG, tu payes tes listings, etc. Ça te coûte tant par mois. Voilà, c'est comme ça. Ou sur Bien Ici ou ailleurs. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 2 modèles sur plusieurs dizaines de portails, parce que là-bas, évidemment, il y a ce que j'ai dit, qui sont en train de s'opérer. C'est que ou tu continues à passer tes listings et tu payes tous les mois pour passer tes annonces, ou tu prends le nouveau deal qui est de dire, ils prennent les leads, ils nursent les leads, ils t'accompagnent avec la data, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, la traçabilité, j'en passe, évidemment. Et si le deal va au bout, il prend 30% de la commission d'agent immobilier. Ça, ils seront sur Rent. On dit les honoraires depuis la loi Allure. Voilà. Excuse-moi. Ces gens-là viennent des États-Unis et seront sur Rent dans un mois. Et ils expliqueront sur une keynote quel est ce modèle, pourquoi ce modèle aux États-Unis est en train de basculer. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que, encore une fois, là, on est au-delà de l'innovation, on parle des business models, mais ça va avec quelque part. C'est très intéressant. C'est pour répondre à Claude, dont j'ai trouvé le propos évidemment très intéressant. Oui, et audacieux, mais voilà, il a ouvert aussi la voie à ce que tu disais. Je parlais du financement. La question du financement va être compliquée. Des sociétés apportent aussi des réponses par ce modèle économique. On peut aussi imaginer des rachats de biens, alors avec des prix fixés de manière fine aujourd'hui, soit par des startups entrantes, mais j'imagine que des startups qui sont déjà bien connues sur le marché, je pense à Gestimo, je ne fais de publicité pour personne, mais voilà, vont aussi se réformer, évoluer pour s'adapter aux circonstances économiques. On me pose une question, alors je te la pose parce que tu as une science. Je revendique le compliment que je t'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'il existe une start-up qui apporterait le service de faire des prêts DPE pour mieux fixer les prix en fonction de la vertu environnementale? On sait aujourd'hui que ça peut peser sur les prix. Alors, tu as peut-être donné la réponse par anticipation. Je pense que ces nouveaux modèles intègrent aussi l'environnemental. Oui, j'ai donné une réponse parce que si je donne des noms de boîtes, Brice va les appeler dès qu'on aura raccroché. Donc, je la donne quand même. Mais il y a DJP, par exemple. Il y en a plein d'autres, il y en a 120, mais DJP, par exemple, c'est exactement ça. C'est une boîte qui arrive pour estimation de biens. Donc, quand on dit comme ça, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et quand on creuse un peu, et il faudra les rencontrer sur Rennes, parce que je ne suis pas du tout expert de leur modèle, mais en tout cas, je les ai vus et puis ils sont dans les concours de la start-up. Vraiment, il y a des couches d'intelligence artificielle, des couches de data, et il y a surtout des items, évidemment, nouveaux autour des sujets environnementaux. Donc, voilà, ça fait partie des exemples. D'accord. Il y a des débuts, ça c'est sûr. Deux petites questions avant que Renaud ne s'exprime. Je remercie toujours les derniers de leur patience, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce lien, c'est le métier de Rent, entre les acteurs, on va dire, les plus institutionnels, les plus traditionnels? Brice a fait partie des premiers à rejoindre Rent. Aujourd'hui, il ne manque aucune enseigne, ni de franchiseurs, ni de coopératives, ni de grandes enseignes. Je crois que vous avez en tout cas beaucoup. Bon. Et puis les startups. Est-ce que le mariage se fait bien, c'est-à-dire ce recours aux startups qui viennent plugger, bon, je ne sais pas si c'est le mot, celui qui me vient, leur service sur le service que les plus traditionnels apportent? Est-ce que ça fonctionne bien? Il y a eu de la suspicion il y a des années. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est bien huilé et on se dit, plutôt que d'internaliser,
je vais aller piquer telle et telle valeur ajoutée et je passe un accord avec une startup. C'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. Il y a eu beaucoup de… C'est normal, on est sur des métiers qui sont quand même relativement nouveaux. Ça va, ça vient, ça se crée, ça disparaît. C'est évidemment très fluctuant. Mais il y a eu beaucoup d'initiatives à une époque, il y a quelques années, d'incubation où les grands groupes incubaient les grands promoteurs. Rappelez-vous de ça, incubaient des startups, les hébergeaient. Même les grands, Le Bon Coin, par exemple, avait son incubateur. Oui. C'était vraiment devenu, OK, je les attrape très vite, je les incube, je leur donne le gîte et le couvert, je prends 30% des parts et puis c'est bon. C'est plus forcément ça. C'est plus forcément ça. On se rend compte que ça va tellement vite, il y a tellement d'initiatives qu'il vaut mieux effectivement ne pas forcément développer en interne et puis être suffisamment agile pour regarder ce qui se passe chez nous et en dehors de nos frontières d'ailleurs, suivant les métiers qu'on adresse, pour pouvoir trouver les bons partenaires, capitaliser dessus. N'oublions pas, encore une fois, que la start-up peut avoir toute l'innovation du monde et avoir la meilleure idée du monde. Si elle n'a pas l'industriel que vous êtes derrière elle pour lui permettre de déployer, c'est pas possible. Moi, je travaille avec des fonds d'investissement toute la journée. Le fonds d'investissement, il finance la start-up. Alors, il a raison et il sait raison garder, quand il ne lui donne pas l'argent tout de suite, pas tout l'argent tout de suite, un petit peu tous les mois, pour répondre à ta remarque de tout à l'heure, pour pas qu'il dépense tout de suite. Mais le fonds d'investissement aujourd'hui, il est parfaitement conscient qu'une fois qu'il a choisi de financer cette start-up, l'enjeu derrière, c'est la supply. C'est comment je trouve les professionnels, les industriels pour aider cette start-up à vraiment tisser sa toile, déployer sur le territoire, etc. Vous êtes à la sujet du jour. C'est au cœur de notre sujet du jour, effectivement. C'est cette… et dernière petite question, les solutions digitales aujourd'hui, est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce que leur prix, quand je passe un accord avec telle ou telle start-up, je suis un indépendant, la question ne se pose pas pour les enseignes les plus puissantes, mais je suis un indépendant, est-ce que j'ai les moyens d'accéder à toutes les innovations? Et dans cette période chaude, est-ce que la chaîne ne va pas se gripper parce que je n'ai pas les moyens, alors je vais me replier sur moi et je ne vais pas innover avec des startups? L'innovation, ça ne veut pas dire des prix délirants. L'innovation, elle n'a pas un prix à 6 chiffres. Voilà, quand on choisit une solution de signature électronique, Brice en citait une tout à l'heure, mais il y en a plein, c'est pas délirant. Ce qui est sûr, c'est que le grand réseau ou la coopérative a plus de poids et OK, et ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, l'agence indépendante dans n'importe quelle ville de France, elle a les moyens de digitaliser son activité, ou en tout cas de suffisamment digitaliser son activité pour apporter le service qu'attend le client final, dont, enfin moi c'est mon obsession, mais c'est lui qui a le besoin. Donc tu es capable ou tu n'es pas capable de répondre aux besoins. Tu vends une maison ou une très belle propriété, tu es un agent immobilier indépendant en province, tu vas le vendre à un type qui est à Paris ou à New York, il consomme ce parcours immobilier d'une certaine manière. Il faut que tu aies suffisamment d'innovation pour répondre à ses besoins. Voilà, très clair. Mais ça reste très accessible. Renaud d'Albera, la commission innovation de l'UNIS, alors un petit mot sur son métier, sur sa fonction au sein du syndicat. Bon, on sait que l'UNIS est le syndicat de référence, l'organisation professionnelle de référence des réseaux de mandataires, d'agents commerciaux indépendants. En tout cas, les leaders sont adhérents de l'UNIS. Est-ce qu'il y a un lien entre la commission innovation, un lien fort, et ces acteurs de la transaction? J'imagine que vous intervenez aussi à l'administration de biens, mais ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce que vous œuvrez vraiment sur la transaction? Est-ce que vous identifiez, vous sélectionnez des startups qui vous paraissent effectivement aujourd'hui pertinentes dans la chaîne de valeur en transaction? Alors oui, Henri, en fait, la commission innovation, on est une quinzaine de personnes qui représentent tous les métiers et dans toutes les régions. C'est vraiment une volonté parce qu'on pense que l'innovation, elle vient justement de chacun ce que peut apporter par rapport à sa vision, sa manière de travailler, et quel que soit le domaine de l'immobilier, c'est important. Et donc, dans ma commission, j'ai un membre qui est Aurélien Delandrea, qui est à Lyon, qui est à la commission transaction également, et qui fait le lien avec les commissions métiers, j'en ai chacun d'entre elles, et également avec le collège des mandataires, c'est pareil, on a un lien donc où on échange sur ce que ils suivent, les nouvelles technologies, l'intérêt qu'ils ont. Et la mission de la commission, en fait, elle est en 3 parties.
Il y a une première partie qui est la veille, tout simplement. Ça veut dire que on reçoit des startups régulièrement. On fait une commission tous les 15 jours. On a des partenariats avec un certain nombre d'associations, de fédérations. On l'a cité tout à l'heure, Trampoline, par exemple, Manine PropTech, avec la French PropTech. On sera présent au Rent, bien entendu. On a une deuxième partie qui est l'échange, qui est important parce que, on l'a dit, il faut que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir aussi remonter nos besoins, remonter notre process, nos fonctionnements, remonter ceux de nos clients et les contraintes liées à notre réglementation, parce que c'est vrai qu'il y a certaines innovations qui ont envie parfois d'être un peu disruptifs, et il faut que l'on puisse redresser, si je peux dire aussi, le tir pour que ça puisse correspondre à un marché qui puisse aller à terme. Donc cet échange est important. Et le troisième, c'est la promotion auprès des adhérents de l'UNIS, bien entendu, au travers des trophées de l'innovation, par exemple, qu'on organise. On mettra le prix de la startup au Rent et au congrès de Pau également, où on aura un instant avec une conférence spécifique sur les nouveautés et la présentation des nouveautés. C'est bien, tu as parlé du congrès de Pau, voilà, hein, qui est une belle ville. Tu as la date en tête? Bien sûr, le 15 et 16 décembre. Voilà, comme ça, tu auras fait le job jusqu'au bout, c'est bien. Parfait. D'accord. Et est-ce que tu penses que, s'agissant de la transaction, je vais revenir après vers… on écoutera Emmanuel Paris, hein, il nous donnera son regard un peu extérieur. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la compétitivité en transaction, ça va être un sujet… Claude nous disait, on risque d'avoir une forte mortalité. Il a une expérience qui, malheureusement… lui a montré d'autres épisodes malheureux ces 30 dernières années. On risque d'avoir des confrères en transaction qui vont souffrir. Est-ce que le digital peut permettre, en termes de modèle économique, de s'adapter à cette période fondamentalement différente, en tout cas qui est une période de vache maigre plutôt que de vache grasse? Est-ce que on va avoir des moyens de résister? Et deuxième question, tu as des fonctions syndicales, les syndicats sont au courant d'une réflexion qui est en cours pour faire baisser les honoraires de transaction. Bon, je le dis très simplement, mais c'est effectivement une arrière-pensée, avec peut-être l'arrière-pensée de déréguler la transaction et de créer une concurrence qui finalement favoriserait la baisse des honoraires. Est-ce que c'est un sujet auquel le digital peut répondre pour partie, voilà, sans dégrader la qualité, peut-être atténuer le montant des honoraires et se rapprocher d'un pouvoir d'achat qui est très éprouvé par les circonstances, en effet? Alors, en effet, mes confrères l'ont déjà dit, le digital est de toute façon devenu maintenant un peu indispensable dans les services que l'on apporte aux clients. Je pense qu'il y a deux parties d'ailleurs qu'on pourrait distinguer. Tout d'abord, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter donc à notre chaîne de valeur. Ça passe par le gain de temps, Claude en parlait tout à l'heure, les tâches récurrentes, chronophages que l'on peut exécuter, qu'on peut simplifier, je dirais, grâce à certains outils. Ça peut être des choses simples comme la saisie automatique d'annonces immobilières, qui permet en plus d'être plus pertinente. Je pense à Silab, par exemple, qui dans le référencement, va savoir choisir les bons mots-clés pour le mettre en avant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose que le digital doit apporter, c'est le service supplémentaire au client. Parce que le client, aujourd'hui, il attend d'avoir davantage de services que le service classique de l'agent immobilier. Il veut pouvoir faire de chez lui plus de choses. Donc, ça peut passer par la réalité virtuelle, par exemple, pour accéder à une première visite de son bien ou avoir des informations de ce type-là plus poussées dans la data. Donc, ces deux choses-là sont indispensables, je pense, pour l'agent immobilier. Mais attention, comme on l'a répété mes confrères, et on est tous d'accord, ce n'est pas au détriment de la relation personnelle et de confiance qui s'instaure entre un agent immobilier et son client. Il y aura toujours besoin de ce lien et ça ne pourra jamais passer à 100% par le digital parce que justement, c'est quand même un bien qui a une valeur conséquente, qui est généralement un investissement important pour la personne. Donc, il ne peut y avoir qu'un lien personnel et humain. Et ça, c'est important. Par contre, le digital va apporter ce gain de temps pour arriver à faire des économies. De la productivité. Tout à fait. L'économie d'échelle, éventuellement, la productivité, comme tu le dis. Et deux aussi, de se distinguer, parce qu'on est dans un monde de compétitivité de plus en plus importante. Donc, il faut arriver à apporter une différenciation. Ça ne veut pas dire qu'il faut apporter tous les services. Ça serait ridicule.
mais simplement se spécialiser en pouvant justement être plus performant par certains des outils. Bon, on a évoqué certains outils, mais ça peut être du marketing digital aussi, qui est un point où on devient un acteur immobilier présent avec les réseaux sociaux. Est-ce que sur la question du crédit, j'y reviens, mais elle est centrale aujourd'hui et c'est dans tous les esprits. Le problème du taux d'usure et globalement des taux d'intérêt majorés, donc un accès à la ressource, et on sait que c'est le nerf de la guerre dans l'immobilier qui est compliqué. Les professionnels, quand tout allait bien, il y a encore quelques mois, voilà, bon, ça se passait bien, les clients étaient solvabilisés, ils avaient déjà un préaccord de prêt, etc. C'est plus le cas, et la situation est extrêmement liquide, c'est-à-dire elle change, pour se dire, d'un jour à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, être en situation, quand on est agent immobilier, de savoir à quel crédit va accéder le client, il n'a pas la même solvabilité que 15 jours avant, 15 jours après, ça aura évolué. Est-ce qu'il n'y a pas un service que n'apportent pas assez les agents immobiliers aujourd'hui? Alors, peut-être en liaison avec des startups qui servent les courtiers, je ne sais pas, ou les banquiers, mais… Oui, alors le monde de la fintech a aussi beaucoup évolué, et donc il y a des courtiers maintenant en ligne, il y a des systèmes pour justement être beaucoup plus performants sur affiner les capacités d'achat des acquéreurs. Ça fait partie des services supplémentaires que je parlais, évoquer, qu'un agent immobilier doit apporter aujourd'hui. Maintenant, le nerf de la guerre, je pense il est surtout sur les outils de prospection, parce que on l'a dit, la baisse du nombre de mandats actuellement et la difficulté, il est là. Et donc, il faut d'abord aller chercher, je pense, des outils pour justement améliorer ça. Ça passe par un suivi des annonces immobilières, par des systèmes comme la startup Melo, qui permet de tout concentrer au même endroit pour faire sa pige, ou Télescope, qui permet justement d'aller chercher des informations sur les sociétés, les SCI, de façon un peu plus poussée, qui aimeraient vendre leurs biens. Et ça, c'est d'abord ce démarchage terrain et l'identification qui va avec. Il y a même des outils de start-up qui essaient de nous y aider avec ImoShoot sur le suivi des panneaux pour faire son repérage dans les rues, dessus. Et je pense que c'est d'abord ça le cœur de métier qu'il faut aller chercher. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir aussi vers toi. J'ai après des questions complémentaires pour chacun d'entre vous. Emmanuel Paris, Emmanuel, tu as un rôle nouveau dans ce débat. Ce ne sera pas systématique d'ailleurs, mais des partenaires de la profession ont souhaité aussi mettre leur grain de sel, si je puis dire, apporter leur témoignage. Un petit mot sur TK Elevator, si tu veux bien. Je crois que son métier est dans son nom. Est-ce que chez toi, dans ta société, dans ton métier plus largement, aujourd'hui, vous allez miser sur le digital, peut-être sur des startups, des applications très innovantes pour gagner en productivité, on vient d'évoquer le mot, pour traverser cette période qui va vous éprouver comme elle éprouve toutes les entreprises. Et de toute façon, vous vivez en lien direct avec l'immobilier, la construction comme le parc existant. Merci Henri. Alors, effectivement, je vais peut-être commencer par présenter TK Elevator. TK Elevator, c'est ex-ThyssenKrupp Ascenseur. Nous avons changé de nom il y a un peu plus de 2 ans. Nous sommes 50 000 dans le monde et 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, un des gros majors de l'ascenseur. Et dans ce que j'ai entendu ce soir, beaucoup de similarités avec dans les objectifs de la digitalisation et puis quelques spécificités liées à notre métier. Donc, pour tout de suite répondre à la question, oui, nous avons déjà des ressources internes dédiées à la digitalisation. Et 2, sur certains sujets, et donc ressources internes plus particulièrement dédiées, on va dire, aux sujets qui sont liés au business model, je vais en parler, et sujets également stratégiques et ponctuels sur lesquels on fait appel à des startups. Des sujets similaires d'abord par rapport à ce que j'ai entendu ce soir, c'est que beaucoup des intervenants de ce soir ont évoqué la nécessité d'optimiser le temps, l'efficacité, c'est ce que tu viens de dire Henri, améliorer la relation client, améliorer la performance. Donc oui, effectivement, on a ces sujets en commun et à côté de ça,
Nous, on a la spécificité dans notre métier, puisqu'en fait, on assure, on fabrique, on installe, on modernise, on maintient des ascenseurs et des escaliers mécaniques. On a la spécificité aussi d'avoir des usagers, donc ce ne sont pas finalement des clients, mais c'est des personnes qui utilisent nos appareils et eux ont besoin d'avoir de l'information, avoir une expérience un petit peu différente. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a. Aussi, dans notre métier, ben, on a comme vous finalement ce besoin de partager nos data, nos informations, parce que on est un métier où on n'est pas forcément hyper bien aimé, c'est-à-dire que on nous voit pas beaucoup pour faire la maintenance préventive, mais on nous voit quand les appareils sont en panne. Et donc, il faut communiquer de manière positive et de manière hyper transparente en disant, regardez, finalement, on a été là, tel jour, telle heure, et vous voyez que on peut être performant. Et donc, ce besoin d'information qu'on délivre à vous, à vous clients, ça, c'est un élément très important pour montrer que nous sommes hyperactifs et que que notre seul objectif, finalement, c'est de vous satisfaire, vous clients et propriétaires. Donc, la nécessité de partager de l'information et puis la nécessité d'améliorer la performance. Et pour ça, on a développé, par exemple, la maintenance prédictive il y a de ça quelques années. On a implémenté ça il y a 4-5 ans. De la maintenance prédictive. Et puis, au travers de l'intelligence artificielle, la capacité, effectivement, à donner de l'information en disant « Attention, là, ça va tomber en panne ». Voilà, après, là, je sors vraiment de notre métier. À côté de ça, on peut avoir des besoins chez des startups. Là, je dis ça parce qu'on a fait pitcher, pas plus tard qu'il y a 15 jours, différentes startups avec deux sujets. En leur donnant deux sujets, voilà, en ce moment, on a besoin de réinventer notre mode de management et notre mode de communication en interne pour pouvoir toucher toutes les personnes dans l'organisation. Et donc, on a reçu effectivement des startups qui nous ont proposer des solutions qui nous paraissent très pertinentes. Alors, certaines sont déjà en pilote depuis des mois dans certaines agences. Et voilà, qui nous permettent d'avoir une communication un peu plus fun, un petit peu plus qui prend plus en compte finalement les besoins aussi de nos techniciens. Les techniciens sont dans notre métier les personnes les plus importantes de notre entreprise. Donc, comment on arrive à bien remonter les informations à la fois chez les techniciens et qu'elles remontent bien chez les clients également. Donc, des outils de communication. Et puis aussi des outils, là on a fait pitcher des startups parce qu'on a tellement de data à la fois dans nos ascenseurs mais aussi en chiffres, on va dire financiers, chiffres opérationnels. On s'est dit qu'il fallait nous aider à trier tout ça et faire en sorte qu'on utilise au mieux ces data. Donc des data destinées à nos clients mais aussi pour nous, nos clients qui nous demandent de plus en plus d'informations sur ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait, etc. Voilà, et puis un sujet sur lequel là on y va tout droit et c'est une demande de plus en plus forte, c'est bien évidemment sur la consommation d'énergie et sur la réduction de la consommation d'énergie et la réduction de l'impact carbone. Donc nous là on a une très très forte demande de nos clients, c'est comment vous mesurez et comment vous nous transmettez. Et donc pour ça clairement on a besoin de la digitalisation pour pouvoir suivre et puis, bien évidemment, après, améliorer cette consommation d'énergie, premièrement, et deuxièmement, l'impact carbone sur l'ensemble de notre chaîne de métier, que ce soit à la fabrication, à l'installation et encore plus sur la dimension service, donc maintenance. Là, il y a des très, très gros enjeux dans les années qui viennent qui sont éminemment intéressants et sur lesquels on a des demandes qui sont extrêmement fortes. Après, pour revenir je vais partager quand même quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Renaud notamment, mais aussi les autres intervenants. Tout ça, c'est bien, mais au final, seule la relation client et la proximité, que ce soit avec notre technicien, que ce soit avec notre commercial, que ce soit entre nous, notre conviction, ça reste que finalement, on peut tout digitaliser, mais il y a une chose qu'on ne digitalisera pas. Ce sera la relation humaine. Et bien souvent, en fait, on a des clients qui me disent Emmanuel, surtout là, ton technicien Jean-Michel, tu ne me le changes pas. Je veux absolument garder ton. Et c'est bien ça la preuve qu'aujourd'hui, on peut tout digitaliser, mais il est hors de question qu'on puisse toucher à nos techniciens. Et en tout cas, la dimension commerciale, la dimension relationnelle et proximité,
de mon point de vue, on ne la digitalisera pas. Est-ce que et ça, c'est clé. C'est pas antinomique. Tu ne crains pas, c'est pas antinomique. C'est le fameux dernier mètre. Simplement, les techniciens sont plus compétents ou l'agent immobilier, est un peu plus compétent parce qu'il a cette culture digitale, il a cette innovation en lui, il a des outils dans la mallette. Voilà, rien n'est antinomique. Il n'y a pas à craindre, je pose la question à vous deux, aussi aux autres, hein, mais que dans cette période, j'y reviens, difficile et sans doute assez durable, on ne soit pas tenté justement de réduire la part humaine et de maximiser la part digitale. J'en reviens à la notion de productivité pour franchir la tempête. Non, moi, j'y crois pas un seul instant et je le dis d'autant plus qu'on a développé, par exemple, de la maintenance prédictive dont certains pensaient que ça pouvait remplacer les techniciens, mais ça ne remplacera jamais les techniciens. Ça peut nous aider à améliorer notre performance parce que de l'information en live, parce que de l'information au cœur du système des ascenseurs qui sont devenus hyper technologiques et hyper connectés. Mais au bout du bout, celui qui va réparer et celui qui va faire le job d'une manière efficace et qui donnera la bonne information, ça restera quand même le technicien. Donc oui, la digitalisation, elle permet clairement d'améliorer notre performance, mais au bout du bout, la relation client, et c'est ce que nous demandent aujourd'hui nos clients, hein, c'est d'être en proximité, elle est faite par nos équipes. Et c'est ça qui est passionnant et qui fait qu'au bout du bout, on ne gère pas des entreprises digitalisées, mais on gère des équipes. Et on gère des personnes qui créent de la relation humaine ou pas d'ailleurs, ou pas. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. En tant que manager et puis en tant que développeur d'entreprise, c'est bien les équipes qui font la différence. Et bien évidemment, après, la techno nous aide grandement. Merci beaucoup, tout ça est clair. Brice, une question, et j'en ai une ensuite pour Claude. Cette période, encore une fois, parce que je veux inscrire notre réflexion dans le moment. On se dit des choses qui valent d'une manière plus générale, hein, c'est clair, mais il y a les circonstances. Brice, est-ce que tu penses qu'on peut avoir la tentation, parce que ça va alléger la voilure des agences, voilà, ne nous voilons pas la face, hein, Claude en particulier a été très cash là-dessus, d'externaliser certaines tâches grâce à des startups, c'est-à-dire alléger la voilure, c'est l'expression qui me vient. Alors, je pense, je vais citer un ou plusieurs noms de startups. Encore une fois, c'est pas un écran publicitaire, mais ce sont des illustrations. Les visites pour une agence immobilière. Alors, ça peut être pour la location, ça peut être pour la vente. On pense à Flatsy, mais il peut y avoir d'autres. Voilà, hein, il peut y avoir Flatsy, il peut y avoir d'autres entreprises. C'est une illustration que celle que je ne cite pas n'y voit pas de malveillance, c'est pas le cas. En tout cas, pour illustrer l'externalisation, Brice, est-ce que ça peut être une tentation de vouloir externaliser ceci ou cela dans la chaîne de valeur, ou est-ce que ça restera des choix stratégiques que certains font, d'autres ne font pas, et les circonstances économiques n'y changent rien? C'était peut-être une bonne idée il y a encore quelques mois. Je pense qu'on est en train de rentrer sur un marché qui change, un marché sur lequel beaucoup de invités à la table de notre métier n'ont pas forcément d'habitude. Voilà, on est sur, je crois, 4 ou 5 années d'affilée avec un marché haussier, un marché où parfois les plus grands professionnels ont perdu un peu la tête, hein, où on estimait un bien et puis finalement le vendeur pensait qu'on pouvait vendre plus cher et puis 3 jours après, on avait eu raison de l'écouter parce que le bien était vendu en une visite. Donc ça, c'était l'époque où on avait un volume et une demande qui était extrêmement importante. Je crois que les taux, c'est extrêmement resserré, que ce soit la pratique bancaire ou la pratique professionnelle. Tout à l'heure, c'était Claude qui mentionnait la notion vendeur. Je pense qu'on fait un métier où justement l'idée, c'est d'être toujours à la capacité d'aligner les planètes. Aujourd'hui, on constate que dans les marchés qui ont connu les plus grandes hausses, nous, au niveau du réseau, c'est des marchés où les volumes de mandats, ça y est, s'accroît, les délais se rallongent, et ça y est, on se remet à négocier finalement des biens qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui vont avoir du mal à le faire. Donc, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il va falloir mieux qualifier nos clients, rentrer un peu plus dans leur tête pour savoir véritablement sur quoi repose leur projet, savoir si leur projet il est à court, moyen ou long terme, savoir surtout s'ils ont les moyens de leurs ambitions. Et pour ça, et la viabilité financière, oui.
Voilà, avoir un réseau, mais humain, pas forcément besoin d'avoir des midgets et compagnie pour pouvoir relayer l'information ou les calculer automatiquement, mais une fois de plus, s'appuyer sur des réseaux de courtiers indépendants ou affiliés à des marques, peu importe, avec derrière l'humain avec lequel nous, on s'accorde à dire que c'est le meilleur aujourd'hui courtier en local. Et quand je dis le meilleur, c'est le meilleur pour le courtier et pour tout ce qui va être différents conseils. On est vraiment sur une époque que moi j'adore. Hein. La notion de changement, cette notion de changement de marché, je l'adore parce qu'elle va enfin nous permettre de refaire notre métier. Voilà, véritablement. Donc, je rejoins… C'est clair. Donc, bon, les startups sont une voie, c'est pas la seule. Il y a aussi le lien avec des partenaires qui sont hyper réactifs. On évoquait les courtiers, c'est au cœur du sujet. Et un dernier point, on parle beaucoup du client final. Donc, bien évidemment, c'est celui qui conduit à la rentabilité d'une entreprise. Mais moi, je dis souvent à mes associés, ça ne date pas d'hier, ça date de maintenant il y a quelques années, au moins 4 ou 5 ans, qu'il y a un nouveau client qui s'est invité à notre table, c'est le collaborateur. Vous avez dû tous entendre parler de la grande démission aux États-Unis. Elle est en train d'arriver très rapidement en France. Et pour ce faire, je pense une fois de plus que ça repose sur l'humain. On fait des formations extrêmement pointues sur la partie RH pour rendre nos associés sexy, parce que quelque part, vous êtes attirés dans une entreprise d'abord pour celle ou celui qui l'anime et qui la conduit au quotidien. Et j'en reviens sur ce qu'a dit notamment Renaud tout à l'heure, sur la partie réseau, tout ce qui est marketing digital. C'est en effet un cercle vertueux dans lequel il faut être omniprésent. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un entretien, faut-il encore poser une annonce. Une annonce, généralement, elle va être aujourd'hui sur le web. Généralement, aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, avant de venir passer l'entretien, il va voir aujourd'hui votre présence sur les médias sociaux. Je peux vous assurer que si vous avez une présence qui est nulle, limite, il ne posera même pas l'entretien ou il prendra le rendez-vous, mais il vous plantera avant de venir. Et ensuite, c'est des outils de onboarding. Tout ce qui est… Je confirme comme président d'école, je confirme ce que tu dis. Voilà. Et après, il y a les outils d'onboarding. Et en ça rejoint des échanges, mais sur lesquels on est pratiquement tous d'accord. C'est en effet de ne pas réinventer la roue et d'aller tester des outils qui sont existants plutôt que d'aller essayer de faire aussi bien, mieux et perdre du temps. Mais parfois, ça échoue. Je tairai la marque parce que, bien évidemment, si j'en parle, c'est qu'on n'a pas été au bout. Nous, on s'est fait fort de prendre l'une des startups, alors je parle d'un projet qui date maintenant il y a 3-4 ans, qui pour autant a séduit les plus grandes marques, notamment L'Oréal et autres, pour l'intégration de ses collaborateurs. Et puis finalement, chez nous, ça n'a pas marché. Donc, on est revenu à une solution plus simple qu'on a dévoilée du reste très récemment à nos associés. C'est comment intégrer. Je reste convaincu que l'enjeu d'aujourd'hui et bien évidemment de demain, c'est séduire, convaincre que ce métier est un métier formidable et qu'il faut le faire plutôt chez l'adresse plutôt qu'ailleurs, mais au-delà de vendre de belles promesses, surtout de les tenir. Et l'intégration est un vrai sujet sur lequel l'adresse aujourd'hui est force de proposition, avec notamment encore des outils numériques et digitaux. Je rappelle, quand tu parles d'associés, ce sont tes confrères membres du réseau parce que vous êtes une coopérative. Voilà. Hein. Ce ne sont pas les associés de ta société, c'est autre chose. Juste Renaud qui a été beaucoup moins avare que Stéphane sur le nom des startups. Hein. J'ai tout noté. Hein. ImoShoot, Télescope et tout. Merci beaucoup, Renaud. Hein. Mais je vais revenir vers Stéphane. Il va donner le nom. Je vais le parler, Stéphane, un peu. Bon, mais tant mieux si on aide ces startups vertueuses à se développer. Ça a été dit tout à l'heure, c'est la mission de Rent, ça peut être la mission aussi de débats comme celui-ci. Aucune honte en la matière. Claude, oui. La question des honoraires. Alors j'y reviens, je l'évoquais avec Renaud tout à l'heure, en mettant les pieds dans le plat. Il y a aujourd'hui une actualité à cette question des honoraires. Alors, cette actualité, elle avait démarré en fait côté pouvoir public, ministère de l'économie, avant que l'inflation ne sévisse et que tout ne se dérègle. La réflexion peut paraître encore plus actuelle, le sentiment que les honoraires des professionnels français sont très élevés. Comme tu as fondé ta société sur ce constat il y a maintenant longtemps, je voulais ton avis. Et est-ce que tu penses effectivement que dans les temps qui viennent, peut-être avec l'aide du digital, mais quoi qu'il en soit, le sujet des honoraires va devoir être posé collectivement par la profession. Alors toi, tu te l'es posé il y a longtemps. Est-ce que tu continues à te la poser ? Alors en fait, non, moi je ne me la pose plus. Par contre, si effectivement les honoraires doivent baisser, je ne serai pas le dernier à le faire, évidemment,
Par contre, je ne vois pas très bien ce que les pouvoirs publics viennent faire dans nos entreprises qui sont de toute façon des petites boutiques. Et à l'époque, j'appelais ça d'ailleurs des épiceries de quartier. Hein. L'agent immobilier, c'est 150 000, 200 000, 300 000 euros quand c'est déjà une belle entreprise. Donc, on a plutôt des boutiques qui sont des épiceries de quartier. Donc, je ne vois pas pourquoi on viendrait… Alors, je n'y serais pas opposé. Toute la profession, quand j'ai créé 4% immobilier, s'était insurgée contre moi, a essayé, y compris de me racheter pour me supprimer. D'accord? On rachète 4%, comme ça on n'en parle plus, ils disparaissent. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit une solution que de rebaisser à nouveau les honoraires dans une période où la masse salariale chargée, dont je parlais tout à l'heure, va devoir augmenter. Parce que si nos collaborateurs, on n'a pas parlé de ça, ça sera certainement le sujet de notre débat auquel, si je suis invité, je viendrai parler, pour parler en clair des outils, des méthodes et des fondamentaux. Mais si on doit aller à nouveau vers une baisse des honoraires, ça veut dire qu'on va vers une baisse du chiffre d'affaires des collaborateurs, donc d'une diminution de revenus pour eux. Sauf à l'époque, quand j'ai fait ça, le principe, c'était celui de Leclerc. C'est-à-dire qu'on baissait nos prix et on augmentait notre nombre de ventes. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Là où on faisait 2 ventes par mois, on faisait 6 ventes par mois. Donc la baisse était largement compensée et nos collaborateurs gagnaient plus d'avoir des honoraires très bas par rapport à des honoraires à 6 ou 7 ou 8%. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et on le sait, puisque de toute façon, on a des entreprises qui prennent 1% d'honoraires, on a des entreprises qui sont à 3% d'honoraires, donc qui sont bien en dessous de nous. Pour autant, on est resté figé à nos honoraires de manière à ce qu'en face de nous, on a des collaborateurs. Ces collaborateurs, ils doivent devenir propriétaires, ils doivent pouvoir fonder une famille, changer la bagnole, acheter qu'ils vivent honorablement, bien sûr. les pompes du gamin quand il en a besoin. Ben moi, je dis ça à qui veut l'entendre. Pour autant, je dirais que côté du groupe mandataire, je n'ai pas de souci, puisqu'on est à 70%. Bon, donc il n'y a pas de problème. Nos collaborateurs, ils ont 70%, ils auront 70% demain, après-demain, etc. Dans le cadre de nos agences, ce n'est pas possible. D'abord parce que la masse des charges, je dirais, de l'entreprise par elle-même, le loyer, les investissements, etc. Le temps perdu, c'est un autre débat. Le temps perdu à cause des agences, c'est incommensurable. Incommensurable. Parce qu'il y a la machine à café, parce qu'il y a le temps qu'on perd et parce qu'on ne fait plus notre métier. Encore une fois, autre débat, c'est les méthodes. Quel est le job d'un agent commercial en immobilier aujourd'hui, demain et après-demain? Et je reviens alors sur ce qu'a dit Emmanuel, qui est très intéressant. On peut digitaliser tout ce qu'on veut, sauf le vendeur, l'acquéreur et notre collaborateur. C'est clair. On ne pourra jamais. Donc, je vois pas. Alors d'abord, ça m'insurge et ça m'agace et ça m'énerve de voir que l'État va venir se mêler d'un truc qui s'occupe d'autre chose. Hein. Bon, voilà, en clair, je leur dirais en face si je les avais effectivement en face de moi. Parce que oui, 7,5 milliards, ça les agace. Ça les agace profondément. D'accord? Et ils auront une autre solution. Je pense que de toute façon, la solution va arrêter le… Même si ça rapporte un peu de TVA, hein, on le fera observer. Oui, ben bien, voilà, malgré tout. Et puis, de notre côté, je pense que s'ils doivent augmenter quelque chose, ils passeront par les notaires. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Alors, Stéphane, je reviens vers toi et ensuite, l'heure ayant tourné, on sera au bout de ce débat, sauf si l'un d'entre vous voudrait intervenir. Stéphane, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, là encore, je m'inscris dans cette période, que les professionnels pourraient reprendre du terrain? Alors, on appelle ça le taux de pénétration. Je rappelle qu'on estime aujourd'hui que 60-65% des transactions seraient intermédiées, comme on dit, c'est-à-dire qu'un agent immobilier ou un négociateur indépendant interviendrait au profit de la réussite de la transaction, le reste étant dans les mains des particuliers qui opèrent de gré à gré. Voilà, hein. Ça veut dire qu'il y a encore il y a un tiers du marché, si on retient ces statistiques, qui est à prendre. Est-ce que dans cette période extrêmement difficile pour arriver à conclure une transaction, fixation des valeurs, transition environnementale, obtention du crédit, enfin, on a cité quelques
embarras. Est-ce que les professionnels, grâce au digital, grâce aux startups, est-ce qu'il y a des startups qui vont avoir ça en tête, peuvent regagner du terrain et même à l'intérieur du gâteau aujourd'hui professionnel, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des échanges de parts de marché entre ceux qui vont savoir faire ça et les autres? C'est une évidence. Alors, le gâteau ou le fait de faire bouger les lignes, Brice évoquait tout à l'heure des groupes qui étaient néo-agences, qui aujourd'hui se repositionnent, font des pivots. Je veux dire, les pivots que je vois, que j'entends ou qu'on entendra sur Rent, finalement, ils se retournent vers, je dirais, le modèle d'agence immobilière traditionnelle. C'est bien que, quelque part, à un moment donné, comme disait Claude, il faut rémunérer les collaborateurs, il faut pouvoir générer suffisamment de cash pour pouvoir développer son business et son réseau. Enfin, voilà, on peut itérer pendant des heures là-dessus. Non, je pense que l'innovation, elle est là pour permettre aux professionnels, encore une fois, de monter en compétences, d'avoir les bons outils, d'aller plus vite pour faire plus de business et de répondre à une exigence du service côté consommateur qui, me semble-t-il, et vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais est de plus en plus forte. Donc aujourd'hui, vendre de particulier à particulier, tu l'as dit, d'abord on est en France, donc c'est contraignant, il y a un certain nombre de contraintes. Et puis, encore une fois, en termes de services, de sécurité, de garantie, etc., il n'y a pas photo, quoi. Donc, moi, je pense qu'effectivement, tu as raison. Il y a d'abord à aller chercher les parts de marché qui manquent, et elles sont importantes. Et très honnêtement, je ne vois pas comment ça s'arrangerait, entre guillemets, en termes de contraintes. Aujourd'hui, un particulier ne peut pas offrir le service que vous offrez pour sublimer son bien, pour le mettre en valeur, pour l'estimer correctement. Et je ne parle même pas de toutes les contraintes administratives pour aller au bout de cette aventure que vous faites avec eux. Donc, il faut être sérieux 2 secondes. Là-dedans, l'innovation, elle a toute sa part pour, encore une fois, permettre de faire tout en ligne, de faire tout à distance, de faire beaucoup de puissance mobile pour aller plus vite. Mais ce n'est pas du tout technique avec l'intervention des commerciaux et le fameux dernier mètre. En nombre de marketing, on entendait Brice tout à l'heure nous dire, il m'a pas ces mots, moi j'aime ces périodes parce qu'on améliore le service. Enfin, c'était pas sa phrase, mais c'était l'esprit. Tu as le même optimisme, tu te dis dans les années qui viennent, Rent en particulier va plutôt avoir plus de succès parce qu'on va y venir chercher des solutions, ou tu te dis peut-être qu'on va faire moins parce que tout étant plus difficile, on va plutôt pour résister, ne pas faire grand-chose et Non, je suis convaincu que je suis convaincu que la période dans laquelle on rentre, je vous rejoins, va être plus compliquée sur plein d'aspects différents, hein, financement, mais pas que, pouvoir d'achat, enfin, voilà, il y en a beaucoup, et que non, au contraire, ça ne peut que encourager, encore une fois, les initiatives, donc l'innovation. Et on parlait de PropTech, mais tu peux étendre ça à la ConTech, à la manière de construire. Il y a des enjeux considérables. La ConTech, on appelle ça, non, parce que moi, je suis là pour apprendre aussi. Hein. La ConTech, on dit, c'est ça? On appelle ça la ConTech. Et la ConTech, notamment, c'est tout ce qui regroupe l'innovation dans la manière de construire, comment on fait des parpaings, comment on fait du ciment, la nouvelle capacité à faire du ciment avec des matériaux recyclés, etc. Et on sait très bien aujourd'hui que, à la fois dans la construction, mais même dans la réhabilitation, on sait que la réhabilitation des logements, c'est un sujet majeur aujourd'hui et qu'il va bien falloir, encore une fois, combler des besoins. Et l'innovation, le marketing, ce que tu disais tout à l'heure, va permettre de venir combler ces besoins-là. Donc, moi, je pense qu'il y a un champ des possibles énorme. On a la chance, modestement, sur Rennes, nous, finalement, comme des saltimbanques, hein, on met en musique pendant 2 jours, et puis à différents endroits maintenant en Europe, puisqu'on nous a demandé de faire la même chose à droite à gauche dans différents pays, on est très très content. Mais ça veut bien dire que la France a une certaine expertise et un savoir-faire en termes de PropTech. Ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Espagne, le Portugal, dans lesquels on développe des éditions de Rennes parce qu'on nous a demandé de le faire. Et parce qu'il n'y a pas cette maturité, il n'y a pas cette expertise. Donc, il faut être conscient qu'on a beaucoup d'atouts et beaucoup d'avance sur de nombreux pays. Tant mieux, capitalisons pour aller plus vite, pour aller plus loin. Mais le besoin, il est tout à fait considérable dans les années qui viennent. Et à mon avis, il est 100% au bénéfice des professionnels, avec toutes les spécificités des professionnels, agences traditionnelles, réseaux, coopératives, néo-agences. Ça, c'est la vie du business. Ça continuera, il y aura toujours des initiatives. Et finalement, c'est très bien parce que ça nous rend meilleurs.
Stéphane, on en est à quelle édition du Salon Rent? Écoute, c'est notre 10e saison à Paris, en tout cas. C'est la 10e saison, parce que on a eu des éditions pendant le Covid aussi, mais digitales. Et on fêtera les 10 ans de Rent en 2023. Donc, en 2023, d'accord, parfait. Voilà, c'est l'âge de la maturité, on espère. Une pensée amicale pour le fondateur du Salon Rent, Hervé Parent, voilà, visionnaire, parce qu'il y a 10 ans, il fallait l'imaginer. Et une petite précision, le Salon Rent se tient cette année en même temps, au même endroit que le Salon de la copropriété digitale connectée. D'ailleurs, le titre a été complété. Bref, on n'aura pas renoncé à l'un pour aller voir l'autre. Vous êtes évidemment tous attendus. On vous attend, on vous invite. Voilà, on est nombreux ici à avoir des stands, donc il y aura largement de quoi continuer ces discussions. Voilà, et des institutions sont de part et d'autre. Renaud parlait de l'UNIS qui va être au Salon Rent et au Salon de la copropriété. On en est très heureux. Voilà, donc s'il n'y a pas de demande d'intervention, et parce que ça fait presque 1h30 qu'on débat. Il fait nuit dans la voiture de Renaud, il fait nuit maintenant. Donc c'est ça. Le temps passe. C'est exact. Il va allumer la lumière intérieure. Il peut pas. Non, mais il va manger la batterie là s'il allume la lumière. Ça va aller. Mais si tu permets juste, Henri, je voulais juste apporter juste une petite précision. Il y a un frein qu'on n'a pas évoqué, qui existe dans le domaine de la transaction et qui est encore plus criard d'ailleurs dans les autres domaines de la gestion et des syndics, mais la transaction aussi, c'est qu'il existe donc plein de choses différentes. Et la problématique, c'est l'interopérabilité. C'est d'arriver à ce qu'on arrive à les faire parler ensemble, à ce que l'outil puisse être simple en ayant une porte d'entrée. Et ça encore, avec nos logiciels métiers, il y a beaucoup d'efforts en transaction d'ailleurs, c'est ceux qui sont le plus à la pointe et le plus matures à ce sujet-là. Mais il y a un gros travail à faire pour que justement après l'agent immobilier puisse avoir la simplicité d'utilisation de tous ces outils multiples qui ont chacun une facette différente. Est-ce que tu veux dire, quand tu dis ça commence à se faire, que les éditeurs, parce que implicitement tu parles des éditeurs spécialisés dans la transaction, ils sont aussi intervenants souvent dans la gestion, est-ce que tu veux dire que leur relation, c'est un grand sujet en effet, on peut en dire deux mots, avec les startups, se sont huilées, pacifiées, améliorées, je ne sais pas comment il faut dire. Oui, on l'a évoqué un peu tout à l'heure avec la question de savoir les grands réseaux, ceux qui voulaient intégrer ou pas, incuber des startups. Ça a été un peu la question aussi des logiciels métiers. Et je pense que certains ont voulu intégrer des solutions, créer des solutions et se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à créer autant d'innovation, de créativité dans tous les domaines. Et donc, il fallait impérativement s'ouvrir. Donc, certains logiciels métiers ont commencé cette politique d'ouverture que nous, on appelle les professionnels beaucoup en avant, parce qu'elle nous simplifiera énormément aussi le travail et la vie du quotidien. Je reviens vers Brice, je l'ai annoncé tout à l'heure, je décevrai des participants si je ne le faisais pas. Mise en commun de mandat exclusif, Brice, ça passe aussi par des outils digitaux. Alors on peut citer deux initiatives, l'une ancienne désormais, c'est la MEPI, tu connais bien cet outil-là, c'est pour ça que je viens vers toi, même s'il y a ici des utilisateurs. On peut citer e-listing aussi, qui est un outil nouveau-né. Aujourd'hui, est-ce que cette mise en commun, grâce à des outils digitaux, des mandats exclusifs, ça va être une réaction beaucoup plus spontanée des professionnels? Il y en a qui sont encore résistants à ça et qui ne sont pas dans cet élan. Là, je l'espère. J'espère logiquement, si le marché se retourne et qu'il est plus compliqué pour vendre des biens, c'est vrai que la première vertu de mutualisation et de partage d'exclusivité, généralement, elle s'adresse plutôt aux vendeurs pour pouvoir rentrer plus facilement l'exclusivité en rappelant qu'elle est partagée par les différents acteurs qui sont situés sur l'aspect local. La deuxième vertu, généralement, elle est un peu moins présente, le partage. Là, logiquement, ça devrait se faire. Logiquement, moi, je le vois dans les agences que j'ai, notamment à Évreux ou même à Marly-le-Roi, on a des commerciaux qui se sont limite spécialisés sur les biens de la MEPI et qui font 3, 4, 5 unités par mois sur le bien des confrères. Donc, parce qu'ils s'occupent bien de leurs clients et que comme ils n'arrivent pas à trouver forcément chaussures à leurs pieds sur notre stock, ils vont en effet chercher sur le bien des confrères et consoeurs. Donc, logiquement, ça devrait se passer. On rappellera aussi que le digital, c'est également le partage et la solidarité plus facile. Voilà, parce que ce sont des outils qui sont aussi faits pour mettre en commun. Pour moi, je vous remercie tous de tout ce que vous avez dit. J'ai des messages
satisfait d'un certain nombre de participants. Alors, je pense n'être pas le seul à considérer que vous avez parlé avec beaucoup de franchise, y compris des risques, mais avec des solutions pour les surmonter. Je vous en remercie et je passe la parole naturellement à François-Emmanuel Borel. Merci Henri. Merci tous. En fait, on parle beaucoup d'humain, mais pour mettre des mots un peu plus précisément sur le sujet, il me semble bon de rappeler que le logement n'est pas un bien de consommation comme un autre. On intervient à un moment qui est très particulier de la vie de chacun. On connaît qu'on touche directement à l'intime, au logement, et il n'y a rien de mieux qu'un professionnel pour définir le besoin du particulier qui, à ce moment-là, est peut-être en tension ou dans un moment un peu délicat de sa vie. Donc, la définition du besoin et surtout la rencontre des consentements, c'est-à-dire rapprocher deux positions qui ne sont pas forcément accordées au départ et ainsi concilier des intérêts qui pourraient être divergents. Ça, je pense que là où l'humain aura toujours sa place, c'est parce qu'en fait, on fait rencontrer deux humains entre eux. Sur la question du pourcentage, on a déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises. On a d'un côté un milieu qui est extrêmement réglementé, celui des professionnels quand ils interviennent dans l'intermédiation. On leur demande de respecter toute une série de réglementations qui sont tout à fait légitimes pour la protection du consommateur, que ce soit Tracfin, la discrimination, la préparation d'un dossier bien en amont et la protection finalement lors de l'achat par rapport à tout la consistance du bien. Et puis de l'autre côté, on a un Far West total qui est celui du particulier qui peut tout se permettre. Donc en effet, je pense qu'à un moment, il faut que les pouvoirs publics, s'ils doivent intervenir, c'est bien là-dessus, c'est sur le moment où il faut en fait siffler la fin d'un jeu qui est assez pervers et auquel cas élargir le bassin et élargir ainsi le champ d'application du professionnel. Et c'est ce qu'on avait appelé dans le livre blanc des professionnels des différents syndicats, on avait appelé en effet à ce que l'intermédiation soit obligatoire pour la protection du consommateur. Donc, je voulais le rappeler parce que ça élargira en fait la base en effet de nos interventions et ainsi permettra éventuellement de réduire les honoraires. Bref, c'était encore une fois un sujet qui est très vaste. On aurait encore beaucoup de choses à dire. Le 15 novembre prochain, nous nous retrouverons à nouveau pour un nouveau cercle où on aura forcément un sujet d'actualité puisqu'elle ne manque pas celle-ci. Et donc, je vous souhaite vous voir tous très nombreux à nouveau avec nous. Merci encore. Merci. 15 novembre. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.